Alors maintenant, pour cette séquence qui est consacrée un petit peu à tirer le bilan des travaux des groupes scientifiques d'Allenvie, nous retrouvons donc Nicolas Arnaud et Thierry Caquet. Alors Thierry Caquet, vous êtes représentant de l'INRAE au comité de pilotage scientifique. Et donc, vous allez un petit peu nous aider sur cette partie qui va être ponctuée de nombreuses vidéos. Je voudrais également signaler qu'un grand nombre d'animateurs des groupes thématiques et des groupes grands enjeux transversaux, qu'on va appeler JET ensuite pour aller plus vite, seront avec nous à distance. Peut-être avant de visionner la première vidéo qui est consacrée à la présentation du travail scientifique des groupes thématiques, je voulais vous poser deux questions. La première, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la logique qui a prévalu à l'organisation scientifique entre les GT, les groupes thématiques, et les groupes grands enjeux transversaux, les JET? Donc comment on a distingué les GT et les JET? Et deuxième question, comment à l'intérieur de ces GT et de ces JET, vous avez choisi les thématiques? Je vais peut-être commencer. Typiquement, la réflexion qui a amené, suite à une assemblée générale d'ailleurs d'Allenvie en 2019, à reposer la question de finalement les groupes thématiques sont-ils suffisants? C'était vraiment la sensation que nous avions besoin d'une approche beaucoup plus transdisciplinaire et qui permette aussi d'ouvrir encore plus facilement vers les autres alliances. Sur un certain nombre de grands enjeux, alors certains les appellent sociétaux, mais tout ça sont des grands enjeux de front de science autour de comment évolue l'environnement urbain, quel est l'impact du changement climatique, comment on peut avoir des territoires résilients, comment on conçoit le développement des questions de sécurité alimentaire. Nous avions la conscience que chacun des groupes thématiques qui étaient organisés par grande enveloppe ou grand écosystème devait encore plus transversaliser leur approche. Et ça a été vraiment l'objectif de la création des JET, sur lequel il y a eu une grosse réflexion au niveau du comité scientifique d'Allenvie, du CPS, pour trouver le bon dimensionnement, le bon niveau d'action, pour réellement créer des lieux de très forte interdisciplinarité et qui pouvaient ouvrir vers l'extérieur, vers d'autres publics, vers d'autres porteurs d'enjeux. Et donc, comment on choisit à l'intérieur les thématiques et les... Alors, donc, comme vient de le dire Nicolas Arnaud, effectivement, on a eu cette réflexion collective au niveau du CPS pour identifier, finalement, on l'a parlé de grandes enveloppes, ça paraît un petit peu comme ça, peut-être ésotérique, mais finalement, les grands domaines disciplinaires d'expertise pour avoir finalement les meilleurs experts désignés par leurs organismes au sein des GT, les fameux groupes thématiques, avec les grandes enveloppes étant l'atmosphère, l'océan, l'eau douce, et puis les compartiments biologiques aussi, le compartiment végétal, animal, et puis la terre solide. Et là, l'idée, c'est pas forcément de thématiser au-delà du groupe thématique, mais d'identifier des questions de stratégie scientifique que les groupes vont pouvoir travailler collectivement en étant porteurs de la stratégie de leur propre organisme, ce qui permet de construire des politiques interorganismes sur la stratégie de recherche sur les océans, sur l'eau douce, et de faire les interfaces, par exemple, avec la programmation européenne. Donc c'est vraiment une vision stratégique de la recherche disciplinaire. Pour les JET, c'est différent, comme l'a dit Nicolas. On est sur la réponse à ce qu'on appelle parfois des nexus, c'est-à-dire des interactions entre finalement l'atmosphère, la surface terrestre, le climat, et donc des enjeux qui doivent être abordés de manière transdisciplinaire ou interdisciplinaire. Et là, la mission qui a été confiée aux animateurs des JET, c'est pas d'être représentants de leur organisme, mais plutôt de rechercher dans la communauté scientifique nationale des personnes susceptibles de les aider à répondre à des questions précises, questions qui sont définies en interaction avec le CPS. Donc les animateurs de JET viennent devant le comité dans lequel je siège, on va échanger, on va dire sur cette thématique-là qui est très vaste, par exemple territoire en transition, ça peut recouvrir plein de sujets différents, eh bien on va choisir un angle sur les 18 à 24 mois qui viennent et se poser des questions sur quelle recherche doit-on mener. Y a-t-il finalement une position que l'on peut faire remonter sous forme d'un article de synthèse, d'un position paper, comme on dit souvent, ou un livre blanc, ça dépend des disciplines. Et on va avoir comme ça finalement une vision de ce que la recherche française peut porter sur des sujets complexes et ne pas chercher à tout faire, parce que qui trop embrasse mal étreint, comme on dit. Et donc on est amené à réviser régulièrement l'activité des JET. À la différence des GT, les JET ne sont pas des structures pérennes, pas permanentes. Ils sont là pour répondre à des questions à un moment donné. Et puis si je dirais pas les questions ne sont pas épuisées, mais si d'autres thèmes émergent, eh bien ça tourne et on n'a pas des structures gravées dans le marbre. Alors que le GT, c'est beaucoup plus permanent, c'est une structure pérenne.
le dispositif des jets est très agile en fait. Et c'est vraiment ça dont avait besoin aussi l'Alliance, en plus de ces groupes permanents de savoir et de compétences présents dans chacun de nos institutions. Cette agilité, je crois qu'on l'a vu typiquement, et on va avoir l'occasion de le rappeler tout à l'heure, dans la façon dont les communautés ont été structurées pour répondre à de grands appels d'équipement, aux appels européens, au Green Deal, au PEPR qui nous ont beaucoup occupés et qui nous occupent. Je crois que les communautés françaises étaient prêtes sur un certain nombre d'enjeux à répondre parce que cette agilité avait permis de créer les groupes de réflexion nécessaires en amont. Et on voit le caractère, pour terminer, pour être trop long, on voit le caractère aussi évolutif des jets, puisque c'était évoqué par François Ollier, et Nicolas en parlera mieux que moi, le groupe polaire. Donc c'est quelque chose qui se montre, parce qu'il y a une actualité, il y a un besoin de regrouper les forces sur ce sujet. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé en 2018 quand on a travaillé sur la nouvelle programmation. Et les jets permettent justement de faire émerger à un moment donné une communauté parce qu'on est collectivement en fait, une question de société quelque part. Une question de société, une question aussi peut-être de stratégie géopolitique de la science pour être présent aux grands rendez-vous qui sont sur des sujets très complexes et pour lesquels on a besoin de toute la communauté scientifique. Alors justement, ça va être l'occasion pour nous de nous tourner à nouveau vers vous pour une deuxième consultation. Nous sommes toujours sur l'outil menti.com. Là, donc le numéro pour se connecter est le 87 71 37 96. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de nous dire quelle thématique nouvelle vous souhaiteriez voir abordée dans les groupes scientifiques d'Allenvie. Donc, on vous demande de répondre assez vite là pour cette question-là, parce qu'on voudrait pouvoir commenter vos réponses avec Nicolas Arnaud et Thierry Caquet. Donc, nous attendons vos suggestions et maintenant, nous allons voir la première vidéo sur qui va nous présenter le travail réalisé par les groupes thématiques. Je rappelle que les animateurs des groupes thématiques sont avec nous à distance, que vous pouvez leur poser des questions via le chat. Voilà, bon, donc je laisse maintenant la place à cette vidéo. Bonjour à toutes et tous, je vais donc vous présenter l'activité actuelle et future du groupe thématique Atmosphère que nous co-animons Fabienne Lehou du CNRS et moi-même, Christine Lac de Météo France, après avoir succédé à Jean-François Doussin et Véronique Ducrot en 2020 et 2021. Donc, ce GT, comme les 6 autres, est un lieu d'échange inter-organismes des communautés scientifiques travaillant sur les questions fondamentales des sciences atmosphériques pour la compréhension du fonctionnement et la modélisation du système Terre. C'est un jeune groupe puisqu'il a été créé en 2019 et il rassemble divers organismes tels que le CEA, le CNES, le CNRS, la CPU, l'INERIS, l'INRAE, l'IRD, l'IFREMER, Météo France, l'ANDRA, la CGE et l'IRSN. Donc, les principaux mots-clés sont la dynamique et la physico-chimie de l'atmosphère, les aléas météorologiques, les extrêmes climatiques, la qualité de l'air extérieur et intérieur, le climat, les gaz à effet de serre, les nuages, les aérosols, les bioaérosols, les couplages avec les surfaces comme l'océan, la cryosphère, les surfaces continentales et les villes. Donc, ce GT a des voisins scientifiques proches comme le GT Océan et le GT Eau continentale, où parmi les grands enjeux transversaux, l'adaptation et l'atténuation face au changement climatique, les risques naturels et environnementaux, la ville durable, ou bien encore la transition énergétique et écologique. Donc les activités majeures en 2021, bien sûr, marquées par la crise sanitaire, ont été l'élaboration des notes, effet du confinement du printemps 2020 sur la composition atmosphérique, et à propos du lien entre la pollution atmosphérique et la propagation du SARS-CoV-2. Donc, ces notes avaient surtout pour objectif d'illustrer l'expertise ou les outils mis en œuvre et la capacité de mobilisation de la communauté scientifique de recherche en sciences atmosphériques en réponse à une problématique sociétale urgente. Nous avons également contribué à la prochaine programmation triennale de l'ANR 2022-2024, réfléchi à la structuration de coordination d'un groupe national sur la dynamique atmosphérique, préparé un atelier prospectif et interactif sur les bioaérosols qui se tiendra les 9-10 décembre prochains à Vichy et impliquant également d'autres GT et la Liaison. Et enfin, nous avons rediscuté des attentes du GT et défini la feuille de route 2021-2022.
Bonjour, nous allons vous présenter les activités du GT Océan. Il couvre un domaine assez vaste, du côtier jusqu'à l'océan ouvert, de la colonne d'eau jusqu'au fond et au sous-sol marin. Le GT regroupe 15 des 28 organismes de la Lanvie et il est co-animé par Fabrizio du CNRS et moi-même de l'Ifremer. Les activités passées des derniers 3 ans du GT Océan, ils ont démarré avec une analyse des mots-clés océan dans l'appel d'offres à projet générique de l'ANR. Cette analyse a montré que les projets qui ont été identifiés comme océans, ils émergent sous 9 axes de l'ANR, mais avec un taux de succès qui est très différent, qui va entre le 10% et les 21%. Cela, c'est une des raisons qui nous a incité à proposer un nouveau axe spécifique de l'océan pour l'ANR, sous-décliné en 4 sous-axes, un océan mieux connu, un océan plus sain, un océan plus sûr, une gouvernance de l'océan face à l'urgence. Cela, ça a produit un document qui était très exhaustif et très consensuel au sein du GT. Malheureusement, la réponse a été négative, mais le travail a été très utile pour définir les priorités de notre communauté. D'ailleurs, ce document, il est très adapté aux objectifs de la décennie des océans endorsés par les Nations Unies. Le GT a également été sollicité pour relire le programme prioritaire de recherche Océan-Climat et on a contribué à ajouter le thème côtier ainsi que la partie Antarctique. On a interagi avec le GPI Océan sur à la fois leur évaluation de propositions et sur des idées de nouvelles actions. Le GT a fait 4 propositions, 2 ont été retenues. L'une concerne les réseaux d'observatoires de la géo et de la biosphère et l'autre le suivi de l'impact du changement climatique. Enfin, on a travaillé avec le comité de pilotage de la programmation des sciences de l'environnement pour optimiser les appels d'offres projet ANR et les appels d'offres des infrastructures de recherche, en particulier celui de la TIGR Flotte océanographique française, qui est la plus grande infrastructure de l'environnement. Les propositions ont été faites, mais on attend encore leur application dans les mois à venir. Le GTO continental de l'Alliance à l'Envie est formé d'une 50aine de scientifiques représentant les instituts membres de l'Alliance et concernés par les enjeux de l'eau continentale. Il couvre un panel disciplinaire large, la biologie, l'écologie, la biogéochimie, l'hydrologie et l'hydrogéologie pour étudier le fonctionnement biophysique des hydrosystèmes, mais il comporte également des spécialistes des sciences humaines et sociales pour l'étude des rétroactions entre processus socio-économiques et processus biophysiques. Depuis 2019, nous avons conduit plusieurs chantiers. Nous avons révisé nos axes stratégiques de recherche et les priorités associées en termes de front de sciences, que nous avons structurés autour de 3 défis: l'eau et les écosystèmes, l'eau sous pression, l'eau intégrée et valorisée. Nous avons produit un document de synthèse qui a été utilisé pour alimenter l'appel à projet de l'ANR, où les enjeux de l'eau se sont retrouvés dans l'axe dédié au fonctionnement du climat et des grands cycles, ainsi que dans la partie dédiée aux sciences de la durabilité proposée par l'Envie. En appui à l'ANR, nous avons participé à la préparation du nouveau SRIA de la WaterGPI et nous avons contribué au nouveau Knowledge Hub sur les ODD. Nous avons également suivi le partenariat euro-méditerranéen PRIMA, partenariat de recherche et d'innovation pour améliorer la disponibilité de l'eau et la production agricole durable. En fin de période, nous avons constitué 3 groupes de travail pour travailler sur 3 problèmes ouverts et produire des position papers. Bonjour, alors le GT Sol est co-animé par Christian Valentin et moi-même, Isabelle Bertrand. Donc ce groupe est constitué actuellement de 29 membres qui représentent 19 organisations scientifiques. Nos principaux mots-clés sont interaction, intégration, géochimie, écologie, microbiologie, carbone, agroécosystème, milieu urbain et bien sûr le mot-clé sol sous-jacent. Nos voisins, on peut dire entre guillemets scientifiques, avec les autres GT ou GET dans l'Envie, les plus proches nous semblent être le GT plante, eau continentale, atmosphère, territoire en transition, changement climatique, biodiversité et vie durable. Et nous avons des relations étroites avec d'autres réseaux, en particulier sur les sols, que sont les réseaux Ernest et la FES.
Alors, nos activités majeures sur la période 2019-2021 sont d'abord la publication d'une analyse bibliographique qui portait sur l'état des lieux de la recherche française en sciences du sol et qui a pris en compte des publications jusqu'à 2016. Nous avons réalisé une réunion en présentiel en fait du GT Sol qui était un succès avec 26 participants de 15 établissements. Puis nous avons eu plusieurs réunions en distanciel. Nous avons participé fortement à l'élaboration de l'appel à projet du Belmont Forum Towards Sustainability of Soils and Groundwater for Society. Cet appel à projet a été un succès, d'abord parce qu'il a été financé, mais ensuite aussi parce que 6 projets financés, sur 6 projets financés, 4 sont portés par des Français et 5 comprennent au moins une équipe française. Nous avons aussi participé à la proposition d'axes de recherche pour la programmation 2021-2023, essentiellement sur les axes 1 et les axes 8 de l'ANR. Enfin, nous avons été actifs sur l'élaboration de l'action 50 du plan biodiversité en collaboration avec le ministère de la transition écologique. Donc là, nous avons constitué un groupe d'environ 15 chercheurs qui étaient intéressés par cette thématique biodiversité. Nous avons contribué à l'encadrement d'un master 2 qui était co-encadré par le ministère et le CEREMA pour réaliser un état des lieux des connaissances sur la biodiversité des sols. Et nous avons participé à un atelier de réflexion animé par le ministère sur les actions de recherche et développement qui sont à mettre en œuvre pour améliorer la connaissance et la prise en compte des politiques publiques de la biodiversité des sols. Mathilde Causse, directrice de recherche à INRAE au département biologie et amélioration des plantes, et je co-anime le GT organisme photosynthétique avec Catherine Reichenmann du CNRS et avec le groupe de travail qui a été constitué en 2019, composé de 24 membres. Donc le groupe de travail a travaillé d'abord sous forme de réunion et par échange de mails sur les grands thèmes de recherche et les fronts de sciences concernant les organismes photosynthétiques autour de 3 thèmes: les relations des organismes photosynthétiques avec leur environnement, les aspects d'adaptation, d'interaction avec les systèmes biotiques et abiotiques, l'holobionte, la plasticité génotypique et phénotypique, la fixation du CO2 et le métabolisme. Dans un deuxième temps, nous avons travaillé sur la programmation ANR, 2 années de suite en nous réunissant en urgence. Nous avons envoyé des suggestions avec aucun retour la première année, mais c'était sans doute dû au Covid. En mars 2021, nous avons renvoyé 2 nouvelles propositions en justifiant pourquoi il fallait séparer les organismes photosynthétiques de la biologie animale. Et en détaillant la proposition, finalement, l'appel à projet n'a été absolument pas changé dans ses périmètres et le test est resté extrêmement vague. En conclusion, notre impression est plutôt d'avoir travaillé pour rien ou en tout cas pour très peu d'impact. Et avec Catherine Reichenmann, nous avons le sentiment que les interactions entre les instituts se situent dans d'autres instances ou à d'autres niveaux d'Alenvie. Et finalement, nous concluons à un certain scepticisme quant à l'utilité de ce groupe de travail. Le groupe Terre Solide d'Alenvie regroupe 24 membres issus de 13 organismes et couvre en fait l'ensemble des thématiques en lien avec la composition, la structure et le fonctionnement de la terre interne située sous le sol, ainsi que ses interactions avec les autres enveloppes, que ce soit l'atmosphère, l'hydrosphère, la cryosphère et la biosphère, mais aussi avec les activités humaines. En effet, la géosphère fait vraiment partie intégrante du système Terre. Elle est au cœur de nombreux défis en lien, par exemple, avec les ressources du sous-sol ou la maîtrise des aléas d'origine tellurique. Alors, les 2 premières années d'existence du GT Terre Solide ont permis de mieux nous connaître et de mener une approche prospective sur, d'une part, le rôle que peut être amené à jouer le GT au sein de l'Alliance Alenvie, d'autre part, les interactions à développer avec les autres groupes et les autres alliances, et plus généralement sur la place de la terre solide dans les sciences de la durabilité. Alors, ces discussions ont été menées via quelques réunions du groupe, mais également via des interactions avec la commission spécialisée Terre solide du CNRS-INSU, qui fédère la plupart des organismes actifs dans le domaine des sciences de la terre solide. Alors, nous avons également participé à la redéfinition de la programmation ANR en faisant le constat
partagé par la communauté que les sciences de la Terre solide sont peu lisibles et dispersées dans différents axes. Nous avons cherché à améliorer cette visibilité, même si notre proposition de mettre en place un grand domaine intitulé « Sciences de l'environnement et du système Terre » en phase avec le découpage de l'ERC n'a finalement pas été retenue. Alors, plus récemment, la plupart des acteurs du GT Terre solide sont aussi fortement impliqués dans la rédaction de propositions en réponse à l'appel à programmes et équipements prioritaires de recherche du PIA 4. Alors, c'est le cas du programme Sous-sol bien commun, qui vise à développer des modalités d'utilisation durable et accepter des ressources, que ce soit les ressources minérales, la géothermie profonde, par exemple, ou encore les usages du sous-sol, comme le stockage du CO2 ou l'aménagement du sous-sol. Un second programme dénommé IRIMA porte, lui, sur les risques naturels et technologiques. Il recouvre les thématiques du GET risque, tout en intégrant une forte composante sur différents aléas telluriques au cœur des activités des membres du GT Terre solide. Alors, ces deux programmes n'ont pas été retenus lors de la première vague et nous allons les améliorer en prévision de la deuxième vague de l'appel à programme. Enfin, ces deux programmes illustrent parfaitement en quoi les sciences de la Terre solide sont au cœur des grands enjeux couverts par l'envie. Voilà, donc surtout continuez de répondre donc, au nuage de mots, enfin continuez à proposer vos thématiques nouvelles, enfin les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées pour les années à venir. Donc on vient de le voir dans ces petites vidéos, certains groupes sont plus heureux que d'autres. Quels conseils, quelles recommandations vous donneriez aux membres de ces groupes pour qu'ils soient tous très heureux et qu'ils aient l'impression de contribuer avec succès à la programmation de la recherche et aux travaux, enfin au bien-être aux travaux de leurs pairs? Alors on voit effectivement qu'il y a des ressentis assez différents, hein. Je crois d'abord que c'est important de rappeler que sans doute les différents groupes thématiques ne sont pas tous au même niveau de maturité, d'organisation, de réunion d'une communauté. Et on voit bien qu'à la création d'Alenvie, certains groupes thématiques se sont nourris en fait de structurations qui existaient déjà, par exemple autour de l'océan, je prends cet exemple-là, alors que d'autres groupes, justement, sont nés et que des communautés se sont rassemblées, se sont structurées grâce à la création de ces groupes dans l'envie. Et de ce fait, parce qu'il y a des niveaux de maturité différents, il y a des niveaux, effectivement, de réactivité, de propositions différentes. Certains disposent déjà de tiers-lieux dans lesquels ils sont capables de s'organiser. Et donc, on le voit, par exemple, dans le groupe Océan, ils portent très fortement un certain nombre de programmes à l'international, etc. Et d'autres groupes structurent encore l'ensemble de leur corpus et de leurs actions et légitimement aimeraient que l'ensemble de tout ce travail prospectif soit reconnu immédiatement, mais il va l'être progressivement. Je voudrais quand même insister sur le fait que même si toutes les propositions de l'Alliance n'ont pas été retenues par l'ANR dans la révision de son plan triennal, je crois que c'est la première fois que je vois l'ANR être autant en interaction avec l'Alliance et retenir autant de propositions sur les mots-clés, sur la création d'un axe autour de sciences de la durabilité, justement, sur la prise en compte d'un certain nombre de grands outils comme les infrastructures. Nous avons trouvé collectivement vraiment l'ANR à l'écoute et je crois que c'est une preuve de maturité de l'Alliance et du travail des différents groupes. Donc je leur dirais, continuez à nous nourrir de cette façon. Oui, je vais compléter un petit peu ce qu'a dit Nicolas. Je pense qu'on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Moi, je suis plutôt optimiste, alors je le vois plutôt toujours à moitié plein. Et je pense que, comme ça a été dit, il y a des questions de maturité. Il y a des questions aussi peut-être de calendrier, de concordance de calendrier entre effectivement ce que porte l'Alliance via les groupes qui alimentent le CPS, qui participent. Pour certains d'entre nous, nous sommes membres aussi des comités de programmation de l'ANR. Mais l'ANR n'a pas que l'envie comme interlocuteur. Il y a d'autres alliances, il y a le ministère, il y a différentes stratégies. Voilà. Donc, on arrive, sinon à un consensus, au moins à une position qui essaye de ménager les intérêts d'un plus grand nombre de communautés. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, premièrement, se décourager, parce qu'on arrive, et ça a été dit par Nicolas, à faire passer des messages. Et puis, je pense qu'il faut mettre en visibilité ce qui a été fait. Et on a vu des groupes comme le groupe Atmosphère, le groupe Sol, qui ont fait des productions. Et on a été très impressionnés au niveau du CPS que malgré la crise sanitaire, le groupe Atmosphère a pu produire des papiers sur le contexte Covid, certes, mais oui, il a continué à fonctionner. Organisé. Il continue à fonctionner, donc il vit. Et je pense qu'une erreur qui pourrait être faite, c'est de dire les GT ne sont là que pour alimenter la programmation ANR. Tout d'abord, cette programmation, elle est révisée à pas de temps de 3 ans environ. On peut ajuster d'une année sur l'autre, mais les grandes refontes, c'est tous les 3 ans. Et puis, je pense que la mise en visibilité de ce qui est fait, sous forme de séminaires, sous forme de papiers, y compris peut-être de vulgarisation, ça permet aussi de donner corps à l'esprit de la communauté et d'aller vers aussi à la fois le grand public et les autres communautés scientifiques. Donc, peut-être ne pas garder en tête que la priorité
unique des GT, ça doit être la programmation ANR, la contribution, mais dire il y a plein d'autres façons d'exister et de montrer qu'il y a une communauté. Et ça permet aussi après, ça a été dit par la collègue du groupe Sol, pourquoi pas de participer à des événements où la programmation internationale, on y reviendra je pense, vers le Belmont Forum ou d'autres, et là on voit que ça marche, et là l'ANR, bon bien sûr est partie prenante, mais c'est pas le programme de l'ANR qui est sollicité, c'est le Belmont Forum. Donc on a d'autres capacités à faire monter en visibilité nos communautés pour aller plus loin, et je pense qu'il ne faut pas se décourager, on appuie au niveau du CPS, au niveau du Conseil de l'Alliance, et ben voilà, ça ne marche pas tout du premier coup. Et puis, au bout d'un moment, peut-être que l'objectif, c'est pas tant de voir apparaître ces mots-clés que de participer à une dynamique collective de la recherche et à transformer la recherche, aussi en lien avec la société. Alors, vous allez le voir dans les vidéos qu'on va découvrir maintenant. Ils sont loin d'être découragés et on va voir donc toujours les groupes thématiques qui vont présenter ce qu'ils veulent faire dans les années à venir. Et vous allez voir, ils sont très en forme. Enfin, ils ont plein d'idées. Ceci aboutit à la planification suivante de nos activités prochaines sous forme d'organisation de séminaires semestriels sur les moyens d'investigation tels que les drones et les mesures satellitaires. En toile de fond, nous comptons mener une réflexion sur le paysage des infrastructures avec la nouvelle infrastructure de recherche nationale Saphir Aérostat et le rapprochement des 3 autres infrastructures de recherche au travers de projets Equipex ou européens. Nous envisageons également un atelier prospectif sur les sciences participatives et les capteurs connectés. En guise de libre expression, nous ne pouvons qu'insister sur le fait que ces thématiques autour du climat et de la qualité de l'air sont essentielles avec des enjeux sociétaux déterminants pour le siècle à venir. Nous nous interrogeons parfois sur l'action du GT au sein d'Alliance, sur l'utilité des recommandations qui pourraient être émises et la pléthorisation de niveaux de réflexion et de canaux d'information. Une voie possible serait de mieux s'articuler avec d'autres GT et GET au sein de l'Alliance. Je vous remercie pour votre attention. Pour l'avenir, justement, on propose également de s'adapter dans le GT pour pouvoir être plus réactif. Donc, il faut qu'on mène une réflexion à ce sujet. Encore dans les futurs, on va certainement continuer cette analyse des mots-clés de l'appel d'offres générique, surtout pour approfondir l'analyse et aussi faire des liens avec le même type de données qui peut provenir de la TGR flotte. On va aussi essayer de contribuer à la définition de l'axe de la science de la durabilité, encore en capitalisant notre travail sur l'axe spécifique de l'océan. Et en fait, on est persuadé qu'il faudrait inclure une partie sur la gouvernance de l'océan, que ça veut dire concilier les résultats scientifiques et l'information pour les parties prenantes afin de renforcer et établir une gouvernance de l'océan face à l'urgence climatique. On va certainement continuer les relations avec des organisations internationales et les groupes miroirs français. Jean-François il a parlé de l'GPI Ocean et aussi on va initier une collaboration avec les groupes miroirs de la Commission océanographique internationale française. Enfin, pour terminer, nous voudrions remercier tous les membres du GT Océan. Merci. La période à venir sera riche en actions pour notre groupe Eau continentale. En interne, nous concrétiserons la réalisation de 2 ou 3 position papers sur les 3 sujets identifiés. Eau, ressources et milieux, eau souterraine, notamment dans le cadre de l'année 2022 où il y aura un focus à l'ONU sur le sujet, ou eau et système d'observation satellitaire. Au niveau national et européen, nous poursuivrons notre action au sein du groupe miroir de la WaterGPI, en cohérence et synergie avec la contribution des organismes français dans le partenariat Horizon Europe Water for All coordonné par l'ANR. Ce GT suivra la WaterGPI et le partenariat européen. Nous serons aussi attentifs à renforcer les liens avec le groupe Océan pour coordonner et suivre les actions de la mission Horizon Europe, LC Ocean and Inland Waters. Enfin, last but not least, nous participerons à la mise en place du programme et équipement prioritaire de recherche One Water soumis au PIA 4, l'un des 4 retenus. Conçu pour animer l'ensemble de la communauté de recherche française autour de la thématique de l'eau, le programme Eau bien commun est copiloté par 3 organismes de recherche, le CNRS, le BRGM et l'INRAE, en partenariat avec 3 autres institutions et 7 universités. Sur une période de 10 ans, ce programme vise à changer de paradigme en replaçant l'eau comme eau bien commun, élément central des socio-écosystèmes soumis à des forçages climatiques et anthropiques. Il s'organise en 6 grands défis scientifiques et techniques pour lesquels il sera nécessaire de lever des verrous de connaissances et assurer un transfert effectif vers les acteurs.
Il sera l'occasion d'animer et de consolider les communautés françaises autour d'un programme contribuant ainsi à l'émergence de la science de la durabilité dans le domaine de l'eau. À bientôt. Alors enfin, pour les activités futures, nous souhaitons travailler sur la thématique sol et santé. Il s'agit ici de préparer essentiellement des documents de prise de position ou de prospective. Idem sur la thématique sol et SHS, où là, il s'agit de tirer parti d'une série de séminaires qui a déjà été organisée en 2021 par l'École des hautes études en sciences sociales via Benoît Hazard, qui est membre du GT Sol. Et ça là prendra sûrement la forme d'articles de synthèse. Et enfin, nous souhaitons finalement continuer l'analyse bibliographique qui a été réalisée, qui s'était arrêtée sur les publications allant jusqu'en 2016. Et il nous semble intéressant de regarder quelles sont les tendances de la science française en termes de sciences du sol, bien sûr, sur la période de 2016 à 2021. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et dans le futur, nous poursuivrons évidemment nos actions visant à mieux positionner et coordonner les activités des organismes du GT dans les défis des sciences de la durabilité. On envisage par exemple, en lien avec la CSTS de l'INSU, la réalisation d'un white paper explicitant en quoi les sciences de la terre solide sont vraiment au cœur des objectifs du développement durable. Une première analyse croisée des 17 ODD avec les thématiques qui sont couvertes par les sciences de la terre solide a montré que nous sommes au centre de 5 de ces objectifs et que nous pouvons apporter des contributions significatives à 8 autres. Et en effet, au-delà de l'étude du sous-sol, de ses ressources, de ses aléas, de nombreuses méthodes développées pour l'étude de la terre interne trouvent aujourd'hui des applications prometteuses pour l'étude des autres enveloppes du système Terre. C'est par exemple le cas du suivi du niveau de la mer par la géodésie, l'analyse de la dynamique des glaciers et des rivières par des outils géophysiques ou l'enregistrement des crises climatiques du passé dans les archives de la Terre. L'Alliance à l'envie, donc, nous semble être le lieu idéal pour développer ces approches transdisciplinaires, notamment à travers les infrastructures de recherche du domaine, et affirmer le rôle clé des sciences de la terre solide pour répondre aux défis de nos sociétés. Alors, vous venez de le voir, c'est un message quand même assez positif. 10 ans après la création d'Allenvie, on a des chercheurs qui se félicitent qu'Allenvie existe et qu'ils puissent travailler au sein de cette alliance. Peut-être que, je ne sais pas si on peut d'ores et déjà regarder le nuage de mots. Merci Stéphanie. Voilà, on voit donc le résultat de quarantaine de réponses sur cette consultation. Quelles thématiques nouvelles souhaiteriez-vous voir abordées par des groupes scientifiques d'Allenvie ? Donc c'est à la fois peut-être des idées de groupes, mais aussi de thématiques à l'intérieur d'un certain nombre de groupes. Donc on voit qu'au milieu ressort deux mots-clés, le côtier, le littoral. Il apparaît également sous la forme d'autres expressions, enjeux côtiers, interface terre-mer. Il y en a certains qui ont répondu aussi en anglais, donc finalement ça ne fait pas grossir ce thème-là de la même façon. Océan santé, enfin voilà, il y a des thématiques autour de l'océan, du littoral, qui sont souhaités par ceux qui ont répondu à cette sollicitation. Autour de la biodiversité aussi, on a qui apparaît en bonne position au milieu, biodiversité et sécurité. Donc on a questionné sur le chat, savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière l'adjectif ou le mot sécurité. C'est plutôt la sécurité alimentaire qui nous a été répondu. Voilà, donc et il y a plusieurs autres sujets autour de la biodiversité microbienne, les grandes extinctions, interaction biodiversité-climat. Donc on a énormément de sujets aussi autour de la biodiversité. Et puis après, il y a toute une série de mots qui apparaissent presque à égalité dans cette consultation. Ce sont plutôt les interfaces d'Allenvie avec les autres alliances, et en particulier avec les sciences humaines et sociales, l'Alliance Athéna, où apparaissent les questions d'économie, de gouvernance. Donc c'est ce qu'on peut, avec Sylvain, retenir en première analyse de ce nuage de mots. Alors, je crois que nous avons à distance les animateurs. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat pour eux ? Alors, sur le chat, on n'a pas vraiment vu de questions prégnantes. Hein. Donc, peut-être qu'elles vont arriver maintenant qu'on voit aussi le nuage de mots apparaître. Voilà, donc nous avons, vraiment, non, on a des animateurs de groupes thématiques qui sont à distance, qui peuvent vous répondre. Profitez-en pour poser vos questions. Je voulais, donc on le voit, les animateurs sont force de proposition. Des propositions qui sont de nature assez différente. Comment Allenvie va pouvoir les accompagner, sachant que on a vraiment des décalages dans les attentes qui sont exprimées.
Oui, d'abord, je trouve deux réactions. Je trouve vraiment intéressant que dans ce qui remonte des différents groupes, finalement, il y a quelques propositions de recentrage pour mieux trouver les zones d'interface, mais la plupart des groupes insistent aussi sur l'importance d'incarner la question des sciences de la durabilité à travers un corpus scientifique. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que chacun de ces groupes, je rappelle qu'on est en train de voir le travail des groupes entre guillemets thématiques, par grandes enveloppes, ça veut dire que chacun de ces groupes avec À l'envie a vraiment réussi à se saisir de cette question des sciences de la durabilité et va vraisemblablement habiter cette question-là et c'est vraiment très important. Ensuite, je crois que la grande force de l'Alliance, c'est d'être capable d'accompagner les différents groupes, je parlais tout à l'heure de maturité, au niveau de visibilité qu'ils ont envie d'acquérir. C'est-à-dire que dans certains cas, les groupes sont très structurés et on va les accompagner pour répondre à des appels d'offres spécifiques. On va éventuellement faire des relais au niveau européen avec tout ce qui est fait au niveau Europe et international. Dans d'autres cas, les groupes vont avoir besoin plutôt d'un lieu de visibilité. Comme ça a pu être dans un certain nombre de grands colloques récents. À l'envie est présent à travers différents de ses membres lors des réunions du GIEC, par exemple, tel qu'on va l'avoir à la prochaine COP, et ça donne aussi une visibilité. Ça peut être aussi accompagné par des réunions thématiques particulières, un moment où le GT a besoin de se retrouver, de travailler sur une thématique particulière, de se recentrer. Et donc là, on va les accompagner aussi en organisant avec eux une réunion thématique qui peut même être entre plusieurs alliances. Ouais, je pense que, enfin moi je suis un peu rassuré parce que j'ai entendu ce que j'étais un peu inquiet, enfin vaguement inquiet, même si je suis optimiste. Je pense qu'il y a aussi une ambition qui finalement transcende le niveau national. On l'a entendu dans plusieurs groupes pour aller effectivement contribuer sur les missions, notamment la mission. Alors je n'ai pas retenu le nom exact, mais que Dominique Darmandraille évoquait sur moi, j'appelle ça l'hydrosphère. Voilà, mais c'est pas tout à fait le même nom, mais c'est pas très grave. Donc Pascal Lamy l'avait nommé Starfish 2030. Voilà, ça s'appelle toujours Starfish sur certains documents. Donc il y a ça, et ça je pense que c'est essentiel parce que ça fait partie de la politique d'influence de la recherche française. Et puis les collègues ont évoqué aussi les instruments du PIA, donc il y a eu des fortunes diverses, ça a été dit aussi par François Ollier en introduction. Mais je pense que ça montre que la diversité des objets de programmation ne fait pas peur à la communauté et que les communautés sont capables de s'organiser avec aussi une vision effectivement de groupes disciplinaires, mais qui regardent quand même ce que font les voisins. On a entendu le groupe Eau et le groupe Océan se dire il y a sûrement quelque chose à faire, et on reviendra sur le nuage de points, je pense, plus tard, mais quand on voit apparaître côtier, littoral, la notion de continuum, finalement, je dirais, elle est quand même là, et c'est vrai que par facilité, peut-être, et par habitude disciplinaire, on a séparé les grandes enveloppes de la Terre solide, mais le fonctionnement global de la planète, il est quand même au travers des flux d'énergie, des flux de matière, des flux d'organismes, entre différents compartiments. Et si on restait sur une vision strictement disciplinaire, alors on ferait de la très bonne science, mais on n'avancerait pas sur, finalement, les questions, j'évoquais les nexus tout à l'heure, des interactions entre différents flux, différents éléments de la biosphère. Et je pense que là, les groupes, certains d'entre eux sont plus avancés que d'autres, certes, mais peut-être que notre mission, et là je prends ma casquette de CPS, c'est de dire, le CPS doit peut-être aussi aller vers les groupes, pas attendre qui nous proposent, tiens, on voudrait faire tel ou tel séminaire, mais dire, on a vu ce que vous faites, suite à cette assemblée générale, on les rencontre, on peut les faire venir, et dire, on pense quand même qu'il y aurait quelque chose à faire entre ces deux initiatives, et peut-être mettre un peu à la fois de jus de cerveau et un petit peu de moyens pour les aider à franchir le pas, parce que c'est vrai que c'est une activité en plus de toutes celles qui mènent déjà dans leurs organismes respectifs, et il faut qu'on soit aussi capable, en tant que représentant des organismes, de trouver des moyens pour les aider. Ce n'est pas forcément des sommes énormes, mais c'est une petite impulsion pour créer un moment. Et donc ça veut dire qu'éventuellement, de différents groupes thématiques, on pourrait imaginer des groupes JET. Pas nécessairement, mais un événement, je vais prendre un exemple un peu ancien, ça fait ancien combattant, excusez-moi, mais le groupe risque qui existait avant la réforme de 2018 avait fait une réunion avec le groupe climat, et en invitant des gens qui n'étaient pas dans À l'envie, venant plutôt d'Athéna, et on avait fait un événement d'une journée qui était extrêmement intéressant, justement sur cette vision d'un climat qui change, quels nouveaux risques, et comment la société peut faire face à ces risques. Ça, c'est le genre d'événement, on pourrait le reproduire entre On va voir GT la partie et interalliance dans la troisième partie pour vous dire de notre... c'est quelque chose qui peut se refaire dans le futur. Alors, je crois qu'on a des vidéos qui sont un petit peu longues. Donc là, je vais passer sur le bilan des JET. C'est-à-dire, là, on va passer la vidéo sur le bilan des grands enjeux transversaux.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter les activités du JET Biodiversité. Je suis Sébastien Barrault. François Sarrazin et moi-même sommes co-animateurs scientifiques de ce JET et nous sommes respectivement président et vice-président du conseil scientifique de l'AFRB. Sont présents aussi parmi nous Aurélie Delaveau et Joseph Langridge qui animent le groupe pour l'équipe FRB, et Joseph s'est particulièrement intéressé à la prospective dont je vais vous parler. Donc le contexte général, vous le connaissez, il s'agit de travailler sur la biodiversité avec une approche holistique et intégrative, de travailler aussi sur les socio-écosystèmes et de travailler sur les interactions humains et non humains. Ça implique de nombreuses disciplines, y compris des sciences humaines, et ça implique de travailler en interdisciplinarité. Le cœur du groupe de travail est constitué par le conseil scientifique de l'AFRB, auquel s'est ajouté un groupe d'experts. Les activités majeures de 2019 à 2021 sont les suivantes. Nous avons participé à la rédaction d'une proposition biodiversité co-funded partnership ou Biodiversa+. Nous avons réalisé un dossier sur les liens biodiversité Covid-19. Nous avons réalisé un bilan thématique synthétique biodiversité des projets financés par l'ANR. C'est un travail qui n'est pas tout à fait fini. Nous avons contribué à la programmation triennale de l'ANR. Et puis, nous avons réalisé une prospective pour la recherche en biodiversité. Bonjour, je suis Pascal Braconneau et je vous présente les activités du groupe transverse adaptation et atténuation face au changement climatique au nom du comité. La réflexion que l'on a à mener dès qu'on s'intéresse à adaptation et atténuation est extrêmement large et elle se trouve de fait au croisement des réflexions scientifiques du Programme mondial de recherche sur le climat et de Future Earth. Nous avons mené ces réflexions en interaction avec le Comité national français des changements globaux, le CNFCG, et sur les 2 ans, notre groupe a eu un impact assez important auprès de la groupe miroir de la JPI Climate, puisqu'on sert d'interface scientifique pour la LANVIE. Donc, de nombreuses contributions ont été faites aux réflexions scientifiques de la JPI Climate. Comme tout le monde, nous avons vécu la pandémie et puis également le fait que la production des rapports du GIEC a un lourd poids sur la communauté et sa disponibilité pour travailler avec nous. Alors, de quelle recherche parle-t-on derrière ces 2 mots, adaptation et atténuation? Finalement, nous sommes arrivés au constat que nous avions 3 entrées différentes qui sont 3 approches et points de vue sur le système. Une entrée pour les sciences du système climatique qui favorise un peu l'ensemble des interactions à différentes échelles spatio-temporelles pour comprendre le climat et les interactions. Une entrée qui est plus vis-à-vis de sciences multidisciplinaires et des approches systémiques qui tendent à se développer. Et enfin, une entrée service climatique qui vise plus à avoir des produits pour différents types de communautés. Derrière ces entrées se cachent aussi différentes formulations des questions et démarches pour accréditer les acteurs et également une réflexion différente sur la place des recherches disciplinaires et multidisciplinaires. Notre action phare, c'est clairement celle qui a été liée à l'analyse des rapports spéciaux du GIEC comme support en fait pour comprendre les besoins multidisciplinaires et la façon d'aborder les sciences plus systémiques. Et pour ça, nous avons utilisé les auteurs de ces rapports un peu comme souris de laboratoire, de façon à bien identifier les contenus et les façons d'aborder les questions, et également la façon dont la communauté française s'interroge sur la construction de visions systémiques. Les synthèses des journées de travail sont en cours, mais déjà, je peux dire qu'il y a eu de nombreux échanges et qu'ils vont permettre d'identifier quelques verrous scientifiques aux frontières des disciplines et puis des atouts. On a des atouts en France et il faut aussi travailler sur la façon dont certaines notions, comme les notions de trajectoire, de point de bascule ou de questions de société résonnent dans les différentes communautés afin d'être sûr d'aller pouvoir progresser et de bien prendre en compte les aspects, les calendriers, pas simplement les aspects disciplinaires et multidisciplinaires. Il y a également différents verrous liés au cloisonnement, soit institutionnel ou de financement. Bonjour, donc avec Gilles, on anime le groupe sur le grand enjeu transversal sur les risques environnementaux. Donc un groupe qui a un objectif à la fois de connaissance sur des verrous scientifiques, mais également de déboucher sur des enjeux sociétaux.
Donc, on réfléchit sur les connaissances autour des aléas, des vulnérabilités et des systèmes exposés au risque, notamment en termes d'impact, sur les méthodes d'analyse de ces impacts, afin qu'elles soient efficaces pour la société, et dans un cadre, si possible, inter- et multidisciplinaire qui vise à favoriser les échanges entre des spécialistes des différents domaines concernés. Donc, en termes de termes prioritaires, on s'intéresse aux impacts des grands changements climatiques, démographiques et environnementaux sur les aléas d'origine hydrogravitaire, tellurique ou environnementaux et écotoxicologiques également, sur la combinaison de ces aléas avec une vision résolument hors silo et sur la vulnérabilité des systèmes sociaux et environnementaux à ces aléas. Donc, on travaille finalement sur la notion de continuum entre observation, modélisation et décision, sur la formalisation et la quantification du risque dans un cadre holistique et qui prend en compte la complexité des systèmes et qui va jusqu'à la notion de décision pour la gestion. Et on travaille, encore une fois, donc c'est important, dans un cadre résolument multidisciplinaire qui associe les éléments socio-techniques aux éléments plus du domaine des sciences sociales. Alors, pour ce qui est des activités de ce groupe, en fait, on a pratiquement 3 à 4 réunions présentielles et distancielles à l'année. Évidemment, elles sont consacrées avant tout à faire remonter des éléments programmatiques pour les appels d'offres ANR. On a aussi co-animé le séminaire risque aux côtés de l'ANR et de l'Alliance Athéna, séminaire qui s'est déroulé en novembre 2019. On a aussi réalisé des tables rondes, notamment à l'IDRIM 2019, sur les enjeux de la recherche et les risques. Et puis, on a participé à plusieurs tables rondes et ateliers dans le cadre des webinaires de la FPCN. Et puis, plus récemment, donc, le GET a pu contribuer très fortement à la préparation d'un projet PIA 4, donc le PEPR IRIMA, qui va passer en deuxième round en fin d'année. Enfin, au niveau publication scientifique, 4 publications ont pu valoriser les travaux de ce groupe, notamment, et puis un position paper qui est en cours de rédaction. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nassima Baron, professeure Université Gustave Eiffel, et j'ai le plaisir de coordonner avec Antoine Frémont le groupe transversal Ville durable à l'envie. Donc c'est un groupe que l'on a constitué il y a environ 2 ans d'une quinzaine de chercheurs ou enseignants-chercheurs qui viennent des principales institutions scientifiques qui constituent l'Alliance à l'envie, parmi lesquelles le CEREMA, l'IRSTEA, le BRGM, le CNES, voilà, il y en a un grand nombre, le CNRS, je ne vais pas tous les citer. Nous sommes aussi des chercheurs qui avons une représentation nationale, donc de la Lorraine, de la région nantaise, de Paris, de toute la France. Alors, ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est que nous avons fait plusieurs réunions de travail pour préparer des notes exécutives et participer à la réflexion de fond et à être force de proposition autour des principaux séminaires qui se sont mis en place en 2019 et en 2020 dans le cadre d'une refonte de la programmation ANR notamment, et puis pour commencer à réfléchir de manière un petit peu conceptuelle et méthodologique sur les enjeux de la ville durable en lien avec les sciences de la durabilité et en lien avec la recomposition des grandes plaques ou des grands champs disciplinaires sur la transition énergétique, environnementale et également liée aux transformations technologiques qui affectent la manière de planifier les villes. Alors, le nuage de mots, donc Christelle Marlin et Sylvain Mahé m'ont signalé que dans le nuage de mots, on a toujours donc environnement, côtier et littoral. Mais le mot biodiversité est en train de monter. Et comme je sais que nous avons donc Denis Couvet, qui préside la FRB, qui est avec nous, peut-être en 1 minute, parce qu'on est un petit peu court en temps, vous avez peut-être des réflexions à nous livrer, puisque je crois que la FRB et le groupe thématique biodiversité fonctionnent en étroite coopération. Merci. Alors peut-être effectivement souligner que travailler sur la biodiversité, c'est pas seulement travailler sur les risques d'extinction d'espèces,
qu'il y a des enjeux très importants dans le fonctionnement des écosystèmes, la modification de ce fonctionnement, la modification des communautés de micro-organismes, notamment des sols, ce qui veut dire que ça concerne aussi bien les écosystèmes dits naturels, mais aussi les écosystèmes très anthropisés, notamment les agroécosystèmes, et que l'agroécologie, en l'occurrence, est sans doute un enjeu majeur en ce qui concerne les recherches sur la biodiversité. Alors par rapport à ça, il y a un concept central qui se développe actuellement, qui est le concept de solutions fondées sur la nature, de manière à répondre à un certain nombre d'enjeux, et notamment l'atténuation des changements climatiques. Et j'aimerais terminer sur une note qui est que depuis 30 ans, nous avons des stratégies, des politiques publiques pour arrêter le déclin de la biodiversité qui ne fonctionnent pas. Donc là, il y a nécessité de passer à des changements transformateurs. On parle actuellement de sciences de la transformation qui doivent s'inscrire dans les sciences de la durabilité et qui demandent sans doute des changements dans la manière dont nous concevons nos relations avec la nature. Merci beaucoup, Denis Couvet. Et donc là, nous allons retrouver, donc là, on a vu le bilan des groupes des JET. Et maintenant, nous allons voir les perspectives, donc ce qui est devant eux, ce qu'ils leur proposent. Donc merci de passer à la deuxième vidéo. Le contexte, c'est l'érosion de la biodiversité, c'est les pressions directes et indirectes des sociétés humaines sur la biodiversité. C'est en fait la non-durabilité des interactions entre sociétés humaines et non-humains. Dans ce contexte, on a aussi des nouvelles propositions conceptuelles et méthodologiques. On a la proposition de nouvelles voies de transition vers plus de durabilité, en particulier par l'IPBES, la CBD, Biodiversa+. Et l'idée, c'est quand même de passer d'un monde à un autre, d'appliquer des changements transformateurs pour amener plus de durabilité dans tout ça. Donc le but, c'est de positionner la recherche française dans ce contexte. Et c'est dans ce cadre qu'a été réalisée une prospective scientifique pour la recherche française sur la biodiversité. Je vais vous présenter les grandes lignes de cette prospective en 6 points. Le premier point, c'est qu'il faut continuer à explorer la biodiversité, observer et caractériser ses états, ses fonctionnements, ses dynamiques, ses évolutions, comprendre les pressions humaines. Le deuxième point, c'est de comprendre comment par ces processus, la biodiversité interagit avec les changements globaux, entre autres le climat. Un des points importants aussi, c'est de traiter les interactions biodiversité, santé et les liens avec l'intégrité des écosystèmes et de la biodiversité. Un troisième point, c'est qu'il faut évidemment continuer à faire des recherches sur la conservation de la biodiversité terrestre et aquatique, et pour cela à la fois travailler sur les aires protégées, mais aussi sur la conservation de la biodiversité en dehors des aires protégées. Il faut aussi construire et évaluer scientifiquement les solutions fondées sur la nature. Pour cela, il faut s'appuyer sur le fonctionnement des écosystèmes pour définir des approches systémiques relatives à plusieurs enjeux environnementaux, et il faut mieux caractériser les interactions possibles entre humains et non-humains. Un cinquième point de cette prospective est qu'il faut développer des connaissances nécessaires au changement transformationnel. Il faut construire des transitions intégrant l'approche Nexus pour des enjeux environnementaux et de développement durable. Il faut définir les conditions d'une vision dynamique et adaptative de la gestion de la biodiversité. Un dernier point est qu'il faut continuer à soutenir et développer des dispositifs et des infrastructures de recherche dédiées à la connaissance de la biodiversité et de ses dynamiques face aux pressions anthropiques. Comme j'imagine tous les groupes, nous avons encore du travail sur notre feuille de route vis-à-vis des services climatiques, par exemple, ou le lien avec les autres groupes de la LANVI, ou la poursuite de notre analyse GIEC. Mais surtout, on pense qu'il faut absolument revoir le mandat du groupe et le focaliser pour qu'il réponde aux besoins de la LANVI et que ça se fasse bien en synergie avec les autres groupes existants en France. Et pour ça, nous sommes prêts à venir en discuter avec vous. Alors, sur le devenir du GET, on sait que le périmètre est large et ambitieux, mais il nécessite du coup un approfondissement sur la durée pour répondre à toutes les questions qui sont posées. Donc, on propose d'avoir un fonctionnement à peu près à l'identique, puisque c'est un GET qui est très dynamique, avec des productions scientifiques de qualité. Donc, l'idée serait de repartir et à ce titre de renforcer aussi les relations qu'on peut avoir avec notamment Athéna, et puis Aviesan, qui sont les deux autres alliances qui sont un petit peu connexes à nos activités, du fait même de la complexité des problématiques qu'on peut adresser. Pour l'avenir, nous avons encore beaucoup de projets. Sur la base d'une première note, on va dire un petit peu d'état de l'art, et qui situait ces problématiques de la ville durable dans le contexte français, mais en lien avec évidemment les objectifs du développement durable, nous avons
nous sommes passés à une deuxième étape de travail sur l'année 2019-2020 et à une deuxième, mouture de cette note exécutive qui définissait 5 grands axes thématiques à partir desquels nous avions envie de continuer à travailler: mobilité et migration, nature en ville, changement climatique et vagues de chaleur, gestion de la ressource en eau, énergie et mobilité durable notamment. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous voulons aller plus loin et adresser les principaux challenges, les principaux enjeux d'une approche ville durable au prisme des sciences de la durabilité, c'est-à-dire dans le cadre d'une approche conceptuelle beaucoup plus systémique qui questionne la manière dont on fait travailler les disciplines ensemble, mais aussi dont on ouvre la production des questions, la production des concepts à mettre en œuvre et des normes à partir desquelles on peut les penser, à une interaction entre les chercheurs et les non-académiques, qui peuvent être des collectivités territoriales, des industriels, des start-up ou encore des communautés locales investies dans des opérations de participation pour la planification urbaine durable. Ce que nous souhaitons aussi, c'est évidemment dans le cadre des prochains calls Horizon Europe, le faire dans une perspective plus internationale. Nous avons donc monté un séminaire en cette fin d'année 2021 pour nous ouvrir à des chercheurs qui réfléchissent aussi à cette conceptualisation de la ville durable et de la transition urbaine au prisme des sciences de la durabilité à l'échelle européenne, et nous mettons en place un séminaire le 18-19 novembre prochain pour aborder ces questions à partir d'un travail que nous avons réalisé tout au long de l'année 2021 et qui a été de confronter nos problématiques, les 5 problématiques que je vous ai annoncées, au prisme des enjeux des acteurs de terrain. Et nous avons donc une collection d'entretiens opérationnels avec ces acteurs de terrain que nous allons aussi mettre dans le pot commun d'un travail pour aboutir à une publication plus approfondie au début de l'année 2022. Alors, on le voit avec Nassima Baron, mais aussi avec le groupe Océan et le groupe Eau. Une des missions des JET, comme des groupes thématiques, donc les deux, ils s'organisent pour répondre aux appels d'offres, qu'ils soient nationaux, européens ou internationaux. Comment vous, à l'Envie, peut s'organiser pour les aider? Est-ce que vous pensez les accompagner? Comment vous faire pour aller plus loin? Oui, effectivement, on est toujours en recherche d'efficience dans nos activités, et l'idée, c'est de pouvoir utiliser l'Alliance, et notamment le CPS, pour être un point de rassemblement de l'information et de diffusion de l'information. Donc on a tous nos organismes ont des services dédiés pour ce type d'activité, mais au niveau d'une alliance comme à l'Envie, on est capable notamment de pouvoir contribuer à la stratégie d'influence de la France lorsqu'il y a par exemple des relectures ou des constructions d'agenda de recherche stratégique pour les missions, pour les partenariats. Ça a été évoqué par plusieurs groupes. On a évoqué Biodiversa Plus sur la diversité, le partenariat Water for All. Les agendas de recherche stratégique ont été pour une part construits, en tout cas critiqués et amendés par l'activité des JET. Et notre mission au niveau d'Alenvis, c'est justement de mettre au courant ou de faciliter le passage d'informations entre ces JET, les organismes représentés, et puis aussi les structures qui, au niveau national, portent la parole de la France dans les instances de programmation. Et l'autre point que je voudrais souligner, c'est, et on l'a vu dans les exemples, c'est la capacité, et là aussi, Alenvis a un rôle, je pense, de mobilisation à jouer, à répondre à des appels internes, nationaux plutôt. On a parlé du PIA4 à plusieurs reprises. Et je pense que là, on a un bon exemple de communautés qui se sont mobilisées et où on a pu jouer, j'espère qu'on a pu jouer un petit rôle dans leur mobilisation en les incitant à aller peut-être plus loin dans la construction de projets. D'accord, donc là c'est pour susciter, pour faire en sorte qu'on ait des projets qui portent sur les sujets d'Alenvis. Et aussi à l'envers, comment on s'organise pour y répondre. Et aussi travailler en amont sur les textes des futurs appels à projets, parce qu'on répondra d'autant mieux qu'on aura préparé ensemble l'agenda stratégique. Mais maintenant, c'est comment... ça c'est pour faire en sorte que les appels d'offres reprennent les thématiques qui vous intéressent. Mais une fois que l'appel d'offres est paru, comment on fait pour qu'il profite aux chercheurs qui travaillent au sein d'Alenvis? J'ai 2 exemples qui me viennent en tête. Le premier, pour rebondir sur quelque chose que disait Thierry, c'est autour des questions du sol et de l'eau. Le travail en commun qui avait été fait d'ailleurs par les GT autour du sol et de l'eau a permis à la France de stimuler,
puis d'accompagner ensuite la construction de consortiums pour répondre à un appel d'offres porté par le Belmont Forum. Donc, une organisation internationale, les grands argentiers qui travaillent en lien très fort avec les programmes tels que Future Earth, et un certain nombre d'équipes françaises, notamment pas mal du BRGM, de l'IRD, du CNRS, ont pu profiter de cet appel d'offres pour faire financer des consortiums internationaux très significatifs. Il y a un deuxième exemple important qui me vient à l'esprit, c'est celui du GT qui s'occupe des infrastructures. On en a peu parlé depuis le début, mais à côté des GT thématiques et puis des GT des groupes transverses, depuis très longtemps, depuis l'apparition même de l'Alliance, le GT Infrastructure travaille à aider les communautés à se structurer pour entrer sur la feuille de route des infrastructures de recherche et à monter au niveau européen. Et là, d'un point de vue extrêmement pratique, et je crois qu'il faut tirer notre chapeau aussi aux animateurs d'Alenvie, et notamment Christelle et Sylvain, là, depuis quelques années, le travail auprès de ce GT, de structuration des communautés, d'aide en les écoutant régulièrement, de conseils, de lobbying également au niveau européen, fait que la France est un des premiers pays porteurs d'infrastructures au niveau de l'Europe dans les programmes ESFRI. Et ça a des retours extrêmement directs sur nos communautés par le fait de bénéficier d'outils tout à fait formidables, de bénéficier en France de centres de recherche et de calibration liés à ces infrastructures qui mettent nos communautés vraiment en pôle position de la recherche. Et je crois que là, ça a été vraiment une réussite d'Alenvier en ce sens. Et donc, la suite du programme était donc la collaboration avec les autres alliances, dont je rappelle pour mémoire qu'il y en a 4 autres. Avison pour les sciences de la vie et de la santé, Ancre pour les recherches sur l'énergie, Alisten pour les sciences et technologies du numérique et Athéna pour les sciences humaines et sociales. Donc on va dans quelques instants visionner une vidéo sur le travail interalliance. Peut-être une petite question avant, comme ça après on passera à la séquence d'après. Comment à l'envie, comment vous avez choisi de travailler plutôt avec telle alliance plutôt que telle autre? Je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. Je pense qu'il n'y a pas une modalité de collaboration interalliance, il y en a plusieurs. C'est très variable selon les sujets et selon les alliances. Un premier élément qui me paraît important de rappeler, c'est que certains de nos établissements sont membres de plusieurs alliances. Donc on peut être amené déjà en tant qu'établissement nous-mêmes rattachés à plusieurs alliances, ou en tout cas membres de plusieurs alliances, à favoriser des sujets d'interface. Et dire finalement un sujet, je vais prendre un exemple très concret sur l'énergie décarbonée, changement climatique, biodiversité, qui concerne beaucoup d'opérateurs. Ça concerne Alenvie, bien sûr, mais ça concerne aussi Ancre. Et donc, assez naturellement, il s'est mis en place des groupes d'interface, des groupes interalliances, et ça s'est matérialisé très très concrètement par des événements en fin 2020, début 2021, avec co-organisés, Ancre Alenvie, avec la production de documents à destination du grand public pour expliquer une stratégie bas carbone, qu'est-ce que ça veut dire, la transition énergétique et les impacts possibles, et puis aussi un petit peu les garde-fous par rapport à la biodiversité et à un certain nombre de sujets. L'autre façon de collaborer, c'est lorsqu'on est partenaire dans un même, ou en tout cas membre d'un même groupe miroir ou d'une même structure de réflexion sur la programmation de la recherche. Nicolas évoquait tout à l'heure le Belmont Forum. Dans le groupe miroir France du Belmont Forum, outre l'ANR, les ministères, il y a les 2 alliances au moins, de mémoire, voire 3 avec Avison. Et donc on peut travailler ensemble à de la programmation. Et puis il y a des sujets qui sont des sujets de fond, d'interface, qu'on ne va pas traiter en une seule fois ou dans un groupe qui se réunirait que tous les 18 mois ou tous les 2 ans. Et là, on met en place une structure plus pérenne, qu'on a appelée des groupes interalliances. Et on va voir, je pense, l'exemple du groupe environnement santé, où là, on s'est mis avec nos collègues d'Avison, donc l'Alliance sur les sciences de la vie et de la santé, où on s'est dit finalement, il y a des sujets, et je pense que la pandémie et la crise sanitaire qu'on connaît est un bon exemple, mais c'est pas le seul. Je pense la chlordécone, elle a pensé. Claire Géré évoquait le problème de la chlordécone, il y a les problèmes de pollution, la thématique santé-environnement, et on a vu aussi que le JET Biodiversité mettait ça à son agenda. Eh bien, on est en capacité, avec le groupe Interalliance, de répondre à des questions peut-être que chacun ne pourrait pas traiter à fond, parce qu'on met en commun une intelligence des différents organismes. Et il y a des sujets qui ont beaucoup avancé, notamment sur l'antibiorésistance, l'appui à des politiques publiques. On n'en a pas beaucoup parlé, mais sur ces sujets-là, eh bien, environnement santé, il y a le plan national santé-environnement, par exemple, le plan éco-antibio. Ce sont des plans sur lesquels le groupe Interalliance a planché, si j'ose dire, pour contribuer aussi à l'élaboration du plan. Donc on a cette expertise, on a cette expérience, et on peut sans doute identifier d'autres thèmes sur lesquels l'Interalliance aurait du sens. Encore une fois, en étant parcimonieux, parce que l'énergie qu'on met là, on ne la met pas ailleurs, donc il faut aussi être prudent dans l'investissement. Mais c'est comme ça qu'on peut faire bouger les lignes et faire évoluer certains sujets.
Oui, je note que la directrice générale à la recherche et à l'innovation nous interpellait sur les infrastructures de recherche et en particulier la façon dont elles pèsent face à d'autres domaines. Je pense que c'est encore un élément où en termes d'interalliance, on doit progresser. On sait notamment qu'on a un certain nombre d'infrastructures qui sont à la frontière entre les domaines santé, alimentation et puis on va dire sciences de l'environnement, avec des méthodologies très complémentaires et qui finalement n'appartiennent pas à une communauté ou une autre. Et je crois que là, on a matière à progresser également pour montrer quelle est l'importance clé de ces grands équipements pour l'ensemble de nos communautés au-delà de Allenvie. Merci. Donc, on est un tout petit peu en retard. Donc, on va vite regarder la vidéo qui présente le travail des groupes Interalliance. Bonjour, le GIA Environnement Santé est composé actuellement de 7 personnes. Céline Boudet, Delphine Destoumieux, moi-même, Fabienne Petit, Wilfried Sanchez, Pascal Sanders, Jan Svensson et Marion Vincock, représentant l'ANSES, 2 instituts du CNRS, l'INE et l'INSU, l'IFREMER, l'INERIS et le Muséum national d'histoire naturelle. Le positionnement du groupe est clairement à faire évoluer face aux enjeux actuels. Si nos principaux mots-clés restent la toxicologie, l'écotoxicologie, l'écoépidémiologie, l'exposition, les dangers et le risque, les leçons de ces 2 dernières années Covid imposent de s'imprégner encore plus fortement de la démarche One Health, sa transdisciplinarité pour prévoir, comprendre et maîtriser la relation entre les facteurs environnementaux et les risques pour la santé, repositionner nos actions dans le contexte des crises globales et poursuivre l'élargissement de notre groupe aux représentants d'Avisan, Athéna, l'INRAE, l'IRD et l'IRSN. Pendant ces 2 dernières années, le groupe est resté un peu en état de dormance. En revanche, les membres du groupe se sont pleinement impliqués dans le suivi des plans et des actions de type l'antibiorésistance et l'environnement, expertise collective de l'ANSES, le plan national santé-environnement 4, le plan chlordécone, la réflexion actuellement menée inter-institut au sein du CNRS dans le cadre du défi santé-environnement de sa propre COP et la participation à l'échelle européenne au CSA-ERA où notre collègue Delphine Destoumieux est fortement impliquée et nous rappelle que la consultation reste ouverte jusqu'au 23 octobre 2021. Nos activités futures sont pour nous de poursuivre l'élargissement du groupe tout en restant en phase avec les priorités des plans, avec des focus particuliers sur le changement climatique et l'écologie des vecteurs, l'écoexposome, l'impact des perturbateurs endocriniens, le changement climatique et les changements d'usage, voire les nouveaux risques pour la santé. À l'échelle d'Allenvie, nous souhaitons formaliser les interactions entre Avisan et Athéna, notamment via le suivi des plans, et de réfléchir au positionnement de nos actions en complémentarité avec celles menées au sein des groupes eau, sol et risque. Et enfin, poursuivre et renforcer notre participation à l'échelle européenne, voire internationale, comme on le fait actuellement via le CSA-ERA et comme c'était actuellement initié dans le cadre des démarches ELTER. Des actions qui nous semblent pour nous essentielles sont de décliner et de coordonner à l'échelle nationale les thèmes prioritaires retenus par l'Europe dans le champ santé-environnement, de renforcer la prise en compte des milieux et de leur fonctionnement dans les politiques de prévention et de surveillance de la santé et de réfléchir activement à la mise en place de territoires ou d'observatoires où se concentrent les expertises disciplinaires, cette notion de master site à l'échelle européenne, avec une politique de bancarisation des données et des échantillons. Merci.